Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Émission très particulière, puisque c'est la dernière émission, en tout cas une émission qui va mettre en pause les podcasts pour plein de raisons. Je vais prendre un petit peu le temps de t'expliquer ce qui se passe avec les podcasts. Ça ne t'a pas échappé, j'ai travaillé à un moment donné sur un énorme podcast qui s'est retrouvé littéralement à l'arrêt. Et il est toujours à l'arrêt d'ailleurs dans mon ordinateur parce que je n'arrive pas à le finir. Je ne te cache pas que c'est une douleur pour moi d'avoir cet épisode pour lequel j'ai autant travaillé et de ne pas réussir à le finir. Ça m'agace. À cela s'ajoute le fait que je passe de plus en plus de temps à trouver des émissions à analyser. J'ai un peu, je pense, fait le tour de la question. Je n'ai plus vraiment envie d'analyser des reportages. Il y en a toujours autant, mais il n'y en a plus autant qui m'intéressent. Tu comprends ? Il y a des reportages qui sortent et qui seraient sujets à faire des émissions, mais il n'y en a plus autant qui attirent mon attention comme ce fut à un moment donné la grande période de ces podcasts où je suis allé faire des personnalités qui m'ont inspiré, où je suis allé faire des héritages, où je suis allé faire tout un tas de choses qui étaient extrêmement intéressantes. Il faut savoir que tous les domaines que j'ai pu couvrir, il reste encore des émissions que je pourrais encore aller faire, mais là encore pareil, voilà, aujourd'hui j'aspire à d'autres choses, à d'autres créations de contenu. Il va y avoir plus de contenu sur la chaîne YouTube et donc le podcasting pour l'instant, je dis bien pour l'instant, va être mis entre parenthèses. Alors, je vais être tout à fait transparent avec toi. J'ai deux idées. J'ai deux idées pour la suite du podcasting que j'ai envie de mettre en place. Voilà. Pour l'instant, au moment où je te parle, je n'ai pas encore lancé ces idées parce que je pense que j'ai besoin de faire une pause pour finir tout ce qui est en cours, dont notamment ce fameux gros épisode dont je t'ai parlé. Je voudrais ne plus avoir à faire ce podcast le lundi pour finir ce gros épisode, pour peut-être aussi lancer un autre épisode que je dois faire depuis mes débuts dans le podcasting et dont certains attendent cet épisode comme le Messie. Ceux qui écouteront cette émission verront de quel épisode je parle. Épisode que je suis en mesure de faire parce que là aussi c'est pareil, j'ai tout réuni pour le faire et je n'ai jamais rien fait. Donc il y a aussi une volonté de ma part de, je pense, boucler des projets qui sont en cours depuis trop longtemps et pour lesquels je n'ai jamais remis le nez dedans pour les finir. Et je pense qu'en arrêtant d'avoir cette pression de devoir faire cette émission tous les lundis, eh bien, j'arriverai à finir ces épisodes. Voilà. En tout cas, c'est le but inavoué derrière cette volonté d'arrêt. Au départ, je vais boucler tous les projets que j'ai en cours, mais tu m'as compris. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de renouveau, je ne te le cache pas. J'ai besoin aussi de changer de format. Les qui veut être mon associé, j'ai fait le tour le plus total qui soit possible d'être fait. Et comme je te dis, les reportages, je mets de plus en plus de temps à en trouver qui m'intéressent d'être faits. La dernière fois qu'un abonné m'a proposé l'étude sur la Grèce, c'était l'été dernier. J'ai passé un excellent moment, je me suis éclaté à le faire comme à l'époque. Mais ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et depuis, idem, je tourne un peu en rond. Je prends toujours du plaisir à faire ces émissions, mais ça n'est plus comme avant. Voilà. Alors pour information, je vais quand même le regarder avec toi, devant toi et maintenant parce que j'ai envie de faire ce point. J'aimerais que tu saches rapidement depuis combien de temps je tiens ce podcast. Voilà. C'est quelque chose que je voulais voir avec toi. J'ai vraiment envie de te donner le premier épisode, la date du premier épisode. Et le premier épisode est sorti le 1er novembre 2018. Voilà. J'ai fait le premier épisode du podcast le 1er novembre 2018. Nous sommes en janvier 2026. Ça fait 8 ans que je tiens ce podcast. On va enlever une année, on va dire 7 ans de podcasting. J'ai raté, alors je dois pouvoir le voir, mais j'ai raté très précisément 2 rendez-vous. C'est-à-dire que depuis que je tiens cet épisode, j'ai raté 2 rendez-vous. Voilà, ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes, là je suis en train de me le mettre devant les yeux, il y a eu 2 lundis où il n'y a pas eu d'épisode. Alors 3 parce qu'il y a récemment, il y en a eu un autre aussi où je n'étais pas au rendez-vous, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai que depuis un certain temps maintenant, il y a une baisse de l'écoute, une baisse aussi d'intérêt pour l'émission, parce que comme je viens de te le dire, je pense que j'ai fait le tour. Donc il faut savoir aussi dire stop à quelque chose qui tourne depuis très longtemps et se réorienter sur d'autres choses. Comme je te le dis, je pense que je pars pour mieux revenir, je pense que je pars pour mieux te proposer autre chose, parce que j'ai des idées, j'insiste vraiment, j'ai des idées, j'ai des envies.
Et donc, comme j'ai des idées et comme j'ai des envies, je pense que je reviendrai avec un autre épisode, avec un autre format, un autre système d'épisodes très différent. Voilà, comme je viens de te le dire, voilà, j'ai 2 idées et il est possible que je fasse les 2. Voilà. J'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de m'étaler. Donc ce podcast s'arrête. C'est la dernière émission aujourd'hui. C'est la semaine de mon anniversaire. Donc tu écouteras l'émission on est aujourd'hui le 19. Moi je suis né le 22 janvier. Et donc dans quelques jours c'est mon anniversaire. Et bien pour mon anniversaire, j'arrête le podcast et ce format d'analyse. Je me réserve le droit de refaire de petites analyses si j'ai envie d'en refaire, bien évidemment, ou si on me soumet une émission qui mérite mon attention. Je vais finir l'énorme podcast sur lequel je travaille depuis tant d'années et je verrai ce que j'en fais. Je ne te dis rien non plus sur le sujet. Et je lancerai peut-être le projet de ce fameux podcast que tout le monde me demande depuis des années et que je n'ai pas fait. Voilà. Comme ça, au moins, j'arrête, mais je vais arrêter en beauté. Enfin, et je vais finir avec ce dernier élément avant de lancer l'épisode. Bien évidemment que la chaîne YouTube continue, bien évidemment que tout ce que je fais à côté continue pour l'instant, j'arrête pas de créer du contenu, j'arrête ce format de contenu et très important, ok, je vais te le dire, sur YouTube, je te préciserai quand je vais revenir à un format de podcasting avec, on va dire, des dates et un calendrier. Pour l'instant, il n'y a rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Sans plus de transition, j'en reste là. Je vais attaquer un sujet qui m'agace, dont on me parle depuis un certain temps. Et c'est le sujet que tu as dû voir en titre de cette émission. Le sujet qui concerne en fait le fait que lorsque les baby boomers vont décéder, ils vont transmettre leur patrimoine et que la transmission de ce patrimoine se clôturera par la vente de ces biens immobiliers, créant ainsi une catastrophe économique qui amènera bien évidemment le marché de l'immobilier à terre, qui va créer un séisme, une crise financière dans les domaines de l'immobilier liés aux baby boomers. Voilà. Alors, on va traiter de ce sujet avec bien évidemment une émission que j'ai trouvée qui traite de ce sujet. Je te préviens, j'ai des idées contrariantes et absolument pas dans le sens de ce phénomène que certains appellent la grande transmission. Mais l'idée ici, c'est de t'aider à réfléchir et bien évidemment, je n'ai pas le monopole ni du savoir ni de la connaissance. Je puis avoir tort, mais je puis aussi avoir raison. L'avenir nous le dira. Patrick Magnéto. C'est un phénomène d'une ampleur inédite. Dans les 15 prochaines années, 9 000 milliards d'euros vont être transmis par les Français à leurs héritiers. Quand je dis les Français, je parle de la génération du baby-boom d'après-guerre qui détient beaucoup de patrimoine et qui disparaît petit à petit. Ce phénomène a été baptisé la grande transmission et il pose plein de questions passionnantes. La France va-t-elle redevenir une société d'héritiers ? Comment cette transmission va-t-elle jouer sur les inégalités ? Et est-ce qu'on taxe assez l'héritage ? Comment l'héritage des boomers va bouleverser l'économie française ? Notre magnifique journaliste emploie un terme précisément, je cite, « le patrimoine disparaît petit à petit » et elle continue sa phrase en disant que 9 000 milliards vont être transmis et que ça va créer un cataclysme économique. Alors en fait, si le patrimoine disparaît petit à petit, la grande transmission n'aura pas lieu, puisque le mécanisme de grande transmission sous-entend une passation commune au même moment, au même instant, de l'ensemble du patrimoine. Ça sous-entend déjà qu'avant même que l'émission commence, que tu sois au courant, alors peut-être que quelqu'un est au courant, peut-être Dieu, parce que je pense que seul Dieu est au courant, mais apparemment, tous les baby-boomers vont mourir le même jour. Et apparemment, tous les notaires, ce jour-là, ne seront pas débordés, ils n'auront que ça à faire, pourront traiter au même moment la totalité des héritages, ce qui fait que tout le monde, au même moment, aura ses biens immobiliers, et du coup, tout le monde, au même moment, parce que tout le monde sera mort au même moment, mais les notaires n'auront pas eu de travail, et donc auront pu faire la transmission au bon moment. Enfin bref, tout va se passer en même temps, quoi. Et donc, les gens, à ce moment-là, vont tous vendre au même moment, créant un cataclysme. Bon, tu l'as compris, hein, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de garder un phrasé cohérent, mais je suis été totalement incohérent, mais c'était volontaire, pour essayer de te montrer déjà le caractère grotesque, pittoresque, burlesque de cet énoncé. Parce que là, on a quelqu'un qui nous dit que le patrimoine est transmis petit à petit. Donc déjà, ça va à l'opposé de la grande transmission. Mais on va éliminer, on va dire qu'elle a fait une faute de français, que bon, elle ne le pense pas, même si c'est ce qui se passe. Hein. La vérité, c'est que
En fait, la théorie est morte dans l'œuf, je te le dis. Les gens meurent au fur et à mesure et le patrimoine sera transmis sans que personne ne le voit. En fait, c'est comme l'an 2000, tu vois, on a tous attendu le gros bug. Bon, on l'attend encore, on est en 2026, il arrivera peut-être, ou pas. Bon, revenons à nos moutons. Elle sous-entendrait qu'en fait, la grande transmission serait un cataclysme parce que tout le monde va mourir en même temps. Donc déjà, ça c'est impossible, tu n'as aucun moyen de savoir que tout le monde va mourir en même temps. Donc ça sous-entendrait que tout le monde meurt en même temps. Mais qu'en plus que tout le monde meurt en même temps, derrière, tous les notaires traiteraient les successions en priorité et feraient que la succession prenne acte en même temps. Je veux dire, tout se passerait mais vraiment en même temps, coïnciderait parfaitement, de sorte que derrière, toutes les familles de tous ces héritages prendraient exactement la même décision. Ça fait vraiment un ensemble de similitudes improbables qui se produiraient. Et donc je préconise que cette journaliste, si elle est au courant de quelque chose, elle devrait, plutôt que d'être journaliste, jouer au loto. Parce que je pense que quand tu as ce genre d'informations, tu dois en avoir d'autres, à peu près du même niveau. Encore des informations d'ordre divin. Et alors autant t'en servir pour des choses utiles, comme le loto, que perdre ton temps à essayer de nous faire peur d'un truc qui n'arrivera jamais. Bon, comme ça, au moins, tu connais mon point de vue sur l'émission. Mais t'inquiète pas, je vais te donner des arguments un peu plus poussés que simplement de la rhétorique ou des formules de langage. Parce que, indépendamment de l'erreur grossière qui est faite dès l'introduction, d'accord, il y a tout un tas d'arguments qui vont te montrer et te prouver que ça ne peut pas arriver, en fait. En tout cas, pas de la manière dont elle le pense. Voilà. Petit point amusant néanmoins, on profite de cette situation pour rappeler que peut-être on taxerait pas assez le patrimoine. Juste pour information, d'accord ? À partir d'un certain niveau de patrimoine, sur 2 générations, l'État a pris 90%. Donc quand tu prends la totalité du patrimoine sur 2 générations, oui parce que tu sais ou peut-être pas, mais on peut taxer à 45% l'héritage à partir d'un certain seuil. Donc sur 2 générations, ok, tu as pris 90%. Alors ok, l'héritage c'est, on va dire, un impôt pour les gens non éduqués financièrement. Mais quand même, c'est la réalité. Donc, c'est quoi le projet, quoi, en fait ? C'est de dire, je prends tout l'héritage. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est qu'avec ce genre de questions, il n'y aura plus d'héritage à un moment donné. Parce qu'il n'y aura plus personne qui voudra rien faire. Et ce sera légitime. À ce moment-là, je comprendrai que plus personne n'ait plus envie d'avoir d'héritage en France. Parce que, à quoi bon avoir un héritage puisqu'on nous prend tout ? Voilà. Maintenant, toute proportion gardée, on n'en est pas là. Et intéressons-nous aux vrais arguments derrière ce reportage qui pourraient laisser entendre que la grande transmission aura lieu le jour où tout le monde va mourir en même temps. L'héritage, c'est le patrimoine qui est transmis au cours d'un décès pendant la succession. Quand du patrimoine est transmis au cours de la vie, on parle de donation. À l'échelle nationale, le patrimoine total des ménages français s'élève à près de 15 000 milliards d'euros en 2024. Et une grande transmission de ce patrimoine se prépare donc. Plusieurs estimations existent, mais selon la Fondation Jean Jaurès, les héritiers vont récupérer au total 9 000 milliards d'euros d'ici à 2040. 9 000 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 2,5 fois le montant de la dette publique française. Alors pourquoi autant d'argent va changer de main ? Bon, là, il faudrait que tu me vois. Je suis affalé sur mon bureau. Je fais une tête d'enterrement. Je sais même pas comment je vais faire ça. Donc ce que j'ai fait, parce que tu sais, ton humble serviteur fait ton travail, j'ai récupéré le dossier de la Fondation Jean Jaurès et je l'ai entre les mains. Bon voilà, donc juste pour information, il est mené par un sénateur de l'Oise, un haut fonctionnaire et un autre haut fonctionnaire. Alors je sais pas s'ils sont hauts dans leur fonction, mais ils sont très hauts dans la connerie, quoi. Je suis désolé, je ne veux pas vous insulter, je ne vous connais pas, mais... En fait, ce qui me désespère, c'est que... Je ne sais même pas comment dire ça, tu vois, c'est fait à charge, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. C'est très dur pour moi de lire ce genre de choses. C'est très dur pour moi de lire ce genre de choses. Parce qu'en fait, c'est dirigé. Il n'y a aucune... En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas une étude. En fait, quand tu fais une étude... Tu fais une étude pour essayer de comprendre un phénomène. Et si tu le fais, de mon point de vue, avec une intention qui est saine, qui est dans la comment je vais dire, qui va dans le sens justement de l'amélioration du quotidien, tu prends en compte en fait les différents facteurs qui amènent au résultat. Ce qui n'est absolument pas le cas de cette étude.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te lire les titres, parce que les titres en eux-mêmes sont déjà évocateurs. Je ne vais pas tout te lire, mais vraiment on est dans une... je ne sais même pas comment appeler ça, tu vois, dans une... on est dans la... En fait, je pense que ce truc a été fait déjà dans le but de dire qu'il fallait taxer plus, en fait. En fait, on a cherché à voir comment justifier le fait de prendre plus d'argent aux gens, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi en fait les patrimoines grossissent plus en France qu'ailleurs. Je vais te l'expliquer, hein, je te rassure, il y a une explication très simple, mais tu vas comprendre tout avec tout ça. Donc bien évidemment, la grande transmission, un choc prévisible pour la société française, une dynamique inégalitaire croissante, exacerbée par un phénomène de retour de l'héritage dans les constitutions de patrimoine. Blablabla. Oui, blablabla, parce que blablabla. Donc, blablabla, les grandes transmissions risquent de renforcer les inégalités de richesse pour les prochaines générations. Et donc blablabla. Donc tout ce que je te lis pas, c'est les petits mots et les petites lignes qui sont écrits entre ces titres, hein, on est d'accord. Bien sûr, il y a des petits dessins pour montrer que, voilà, en fait, notre patrimoine chez nous, il est moins bien réparti que le patrimoine aux États-Unis, par exemple, tu vois. Tu as d'autres petits schémas pour montrer que la projection du nombre annuel de décès en France est en constante hausse. Voilà. Et bien évidemment, on a le flux successoral de la France. Enfin bref, on a plein de petits dessins qui corroborent le fait qu'en France, on a un problème, on a un énorme patrimoine. Bon, au bout d'un moment, tu arrives sur un tableau, d'accord, qui est une estimation du flux successoral annuel sur la période de 2025 à 2040. Oui, ça a déjà commencé, je ne te l'ai pas dit. Oui, tu es en plein dedans, hein, voilà. Et donc le problème, c'est quoi? C'est que voilà, le flux successoral commence à 464 milliards pour atteindre un pic en 2040 à 677 milliards. C'est un truc de dingue. Il y a tellement d'argent à prendre. Ça n'arrête pas d'augmenter. Cet argent coule. Il faut que je le récupère. Bon, notre fiscalité des successions est obsolète tandis que nous devons engager des dépenses d'avenir considérables. La fiscalité des successions et plus largement celle du patrimoine est très inégalitaire. Et donc là, on recorrobore les éléments avec des données, blablabla. Bon, je te passe le truc, d'accord? Et là, bien évidemment, la France fait face à un mur d'investissement nécessaire pour préparer l'avenir du pays. Et oui, donc en fait, c'est pas normal que tu lègues quoi que ce soit à tes enfants, mais c'est plus normal de le donner à l'État. Parce que ces investissements doivent-ils être financés par la dette ou par l'impôt? Posons-nous la question. C'est pas la même chose en fait. Qui paye les impôts? C'est pas nous. Voilà. Alors faut-il cibler la détention ou la transmission du patrimoine? Donc tu vois vraiment, pour moi, on est sur un document à charge quoi. Vraiment, on pose des questions. Voilà. Et tu devrais le lire. Voilà. Tu devrais lire ce document. C'est inquiétant. Moi, je vais le dire. Moi, c'est le mot qui me vient. Hein, c'est inquiétant. La taxation des successions et les donations reste le moyen le plus efficace pour répondre à la grande transmission. Et blablabla. Les 3 piliers d'une réforme sans impact fiscal pour 99% des Français. Donc, et alors, la seule solution qu'on te propose, c'est bien sûr d'augmenter. Donc là, je vais te les donner. Hein. Premier pilier, une refonte de l'assiette des droits de succession et l'instauration d'un barème plus progressif. On va te prendre plus d'argent. Deuxième pilier, une application du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, sur les plus-values latentes en cas d'héritage ou de donation pour le top 1%. Et troisième pilier, une modernisation de l'impôt sans objectif de rendement afin de faciliter la transmission, bien sûr. Et donc quand tu lis blablabla, voilà, donc on t'explique comment on devrait augmenter les impôts parce qu'on en a plus besoin que nous, en fait, de cet argent. Donc moi, ce qui m'attriste déjà, c'est que, en fait, il n'y a pas de problème puisque de la même manière, on retrouve l'argumentaire que je viens de te donner puisque l'argent est transmis de 2025 à 2040 et donc il n'y a aucun moment, il y a un mur puisqu'en fait, oui, on a une augmentation mais qui va rebaisser de la même manière et au fur et à mesure, ça va se vendre et pour qu'en fait, il y ait un impact sur le marché, il faudrait que le flux soit concentré sur une seule ligne. Il faudrait qu'en fait, qu'on ait par exemple l'année 2033 où là, d'un coup, on ait quelque chose comme 4 000 ou 5 000 milliards qui seraient transmis d'un seul coup, tu vois, et qu'après, effectivement, avant et après, il n'y a quasiment rien, et là, on aurait un problème. Oui, là, il y aurait une disproportion. Et là, il n'y a aucune proportion. Tu as une augmentation, en fait, de quelques pourcents, mais pourquoi on n'a pas une projection qui va au-delà de 2040? Pourquoi on ne lisse pas maintenant jusqu'à 2060? Parce que, en fait, c'est pas linéaire, en fait. C'est pas... Enfin, si c'est linéaire... Enfin, non, je me suis mélangé dans mes mots, mais je veux dire, ça ne s'arrête pas en 2040. Il y a 2041, après 2040. Pourquoi on n'a pas ces chiffres? C'est ça qui me dérange. Attends, c'est pas terminé. C'est là où ça devient encore plus gênant, en fait. C'est qu'on n'arrête pas de parler du patrimoine et de la situation et on ne te parle pas de la cause. Parce que regarde, là j'ai choisi un passage dans le rapport Jean Jaurès, donc je te le lis et après je vais t'expliquer, d'accord? Par ailleurs, la France est aujourd'hui un des pays où les patrimoines pèsent le plus lourd par rapport aux revenus.
Comme l'a rappelé la Cour des comptes en 2024, la France connaît une évolution des patrimoines très favorable par rapport à celle du revenu par habitant, en comparaison notamment au Royaume-Uni. Du fait de l'évolution du prix des actifs, le ratio du patrimoine des ménages sur le PIB atteint 642% en 2022, devant le Royaume-Uni, 625%, derrière toutefois l'Italie, l'Allemagne et le Japon. Enfin, l'évolution des structures familiales augmente le montant moyen du patrimoine hérité, les baby-boomers ayant eu moins d'enfants que les générations précédentes. Ce qui me dérange profondément, c'est que donc on n'arrête pas de te parler de cette grande transmission, de cette anomalie française, à savoir que, et je cite, parce que je te relis le passage, les patrimoines pèsent plus lourd par rapport aux revenus, mais sans jamais te parler de la cause. Tu veux que le patrimoine pèse moins lourd ? Ben baisse les impôts. Eh oui, le problème c'est que en fait, pourquoi les gens constituent du patrimoine et diminuent leurs revenus ? On est le pays le plus taxé du monde. Et donc, mécaniquement, les gens ne sont pas idiots. D'ailleurs, moi je fais des émissions pour essayer de vous éduquer. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui que le capital est moins taxé que le revenu. Donc quand tu as l'opportunité de comprendre la mécanique de l'argent, ce qui aujourd'hui se démocratise de plus en plus, je te propose des livres, des formations et j'apprends tout ça. Moi j'apprends à favoriser son patrimoine au détriment de son revenu. D'ailleurs, comment crois-tu que je me suis enrichi ? Et ça on va en reparler dans l'émission. Je me suis enrichi par le patrimoine au détriment du revenu, comme font tous les gens qui ont de l'argent. Parce qu'en réalité, dans les pays trop fiscalisés, eh bien, on ne va pas prendre de revenus. Ah, waouh, je ne l'aurais jamais deviné. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est mené par des hauts fonctionnaires. Je ne sais même pas que dire, ok ? Parce que je suis dubitatif face à tout ça. Sont-ils au courant ? Ne sont-ils pas au courant ? En tout cas, je l'ai lu en diagonale. Je ne vais pas te mentir, c'est illisible pour moi, ce genre de choses. C'est à charge. C'est, en tout cas, pour moi, quand je lis ces trucs-là, c'est pas dans le but de faire du bien à la population, parce qu'on essaye de t'expliquer quand même que face aux urgences climatiques, budgétaires, démocratiques et devant l'émergence d'une société d'héritiers, la grande transmission ne peut être perçue par la gauche comme un phénomène structurel devant lequel, encore ils ont l'honnêteté de l'écrire, aucune action ne serait possible. Voilà. Donc en gros, ils te le disent, il faut faire quelque chose, il faut prendre l'argent. Voilà. Nous le montrons, la grande transmission constitue un problème collectif en même temps qu'elle présente une opportunité politique inédite. Cela commande d'agir vite. Voilà, je ne peux te lire la suite parce que ça me rend malade. Donc cette émission n'est pas là pour t'avertir qu'on va te prendre de l'argent. Bien que tu pourrais aussi lire entre les lignes et comprendre ce point-là. Mais elle est surtout là pour te montrer qu'à un moment donné, on peut ignorer les causes et ne se concentrer que sur les conséquences et se débrouiller de faire en sorte que la conséquence en elle-même soit une cause. Parce que là, en gros, tout est la faute de ceux qui se sont constitués un patrimoine, quoi. À aucun moment, parce que l'État prend trop d'argent, les gens réagissent en conséquence de quoi et bien modulent leurs revenus et leur patrimoine pour justement limiter leur fiscalité. Non, ça n'est évoqué nulle part. Voilà. Alors, moi, personnellement, je vois dans la grande transmission l'opportunité de l'État français de peut-être réfléchir différemment, mais je pense qu'on ne va pas désespérer. Ça arrivera peut-être un jour ou pas. En tout cas, ce rapport existe, je te conseille de le télécharger, voilà. Il est facilement disponible en ligne à l'heure actuelle, voilà. Et il est très représentatif de ce qui se passe en France. Et il n'est peut-être pas exclu que je fasse une vidéo YouTube en plus de cette émission parce que ça me catastrophe. Patrick Manito. 2 facteurs expliquent cette grande transmission inédite, la démographie et l'économie. La démographie d'abord, parce que la génération née pendant le baby-boom, entre 1946 et 1964, arrive progressivement en fin de vie. On le voit très concrètement dans le nombre de décès qui augmente en France. On est passé d'une moyenne de 550 000 décès par an à 650 000 en 2024, et selon les projections de l'INED, la barre des 800 000 décès sera franchie avant 2040. Logiquement, ça fait donc plus de successions. En plus, ce sont ces mêmes baby-boomers qui détiennent une grande partie du patrimoine en France. Les plus de 70 ans possèdent environ un quart du patrimoine national, et si on élargit aux plus de 50 ans, c'est même 70% du patrimoine national. C'est là où le deuxième facteur entre en jeu, l'économie et surtout l'immobilier. En quelques décennies, les boomers ont vu le montant de leur patrimoine exploser, pour une raison en particulier.
Cette augmentation du patrimoine français, il est lié à l'augmentation des prix de l'immobilier. Marie Gariasso a réalisé une enquête sur le patrimoine en France pour la Fondation Jean Jaurès. Le coût de l'immobilier a évolué 2 fois plus vite que le coût des biens de consommation et que les revenus. Donc du coup, il y a des patrimoines qui se sont constitués très fortement et qui sont aujourd'hui dans les résidences principales des baby-boomers, mais aussi dans les résidences secondaires, dans les biens éventuellement locatifs dans lesquels ils ont investi. Ce patrimoine immobilier, justement, il se concentre dans les mains d'une petite minorité de grands propriétaires. 4% des Français détiennent la moitié du parc locatif privé. En plus de l'immobilier, les actifs financiers comme l'assurance vie ou les actions ont aussi contribué ces dernières années à augmenter le patrimoine des Français et donc des boomers. Jusque-là, j'ai plutôt parlé de la grande transmission au futur, mais en fait, elle a commencé et certains effets sont déjà visibles. Ah mais je me régale, c'est un grand moment. Alors l'immobilier a monté. Oui, parce que un matin, l'immobilier s'est réveillé, il a dit « Tiens, aujourd'hui, je vais monter ». Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comment certaines personnes arrivent à faire fi d'événements qui ont pu provoquer ou causer la hausse de l'immobilier. Oui, parce que c'est vrai que les choses arrivent comme ça. C'était vraiment... Oh là là, je comprends pas. Hein. Ils ont eu de la chance quand même. Hein. Ils ont acheté leur maison et l'immobilier a monté. Et voilà. Alors... Bon, je te passe le titre évocateur de la recherche de la directrice dont j'ai oublié le nom d'ailleurs tellement ça ne m'intéresse pas. Voilà, elle a écrit un article, La roue de la fortune. Non mais vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. En fait, ce qui est triste, c'est que tout le monde peut dire n'importe quoi. Alors, remarque, tu pourrais me dire la même chose de moi. Hein. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Mais enfin, quand même, j'ose espérer que certaines personnes font preuve d'esprit critique et... sont en capacité malgré tout de comprendre les mécaniques qui sont en jeu là derrière. Et c'est pas le tout d'arriver et de dire « Ah oui, les boomers ont bénéficié du boom !» Et bam, l'immobilier a monté et ils ont gagné de l'argent. Voilà. Ah oui, comment ? Alors bon, peut-être parce que l'État a imprimé des billets. Peut-être parce que le quantitative easing tourne à plein régime ces dernières années. Non, peut-être, tu vois, je dis ça, je dis rien, tu vois. Je crois, mais je suis pas certain. Hein. Est-ce que vous avez fait votre travail de journaliste et vous êtes allé vérifier quand même que pendant la Covid ou le Covid, parce qu'en plus, on sait même plus ce qu'il faut dire, tu vois, au final, est-ce que c'est vraiment important ? Je ne le sais pas, mais je crois que pendant le Covid, moi je dirais jusqu'à la fin de ma vie, pendant le Covid, je crois qu'il y a eu de l'impression monétaire. Je crois. Et je crois que quand il y a une impression monétaire, il y a une inflation qui cause du coup la perte de valeur de la monnaie et qui du coup fait monter les actifs tangibles. Ah, l'immobilier tangible. Oh là là, mais ça n'aurait-il pas un rapport ? Ah tiens, peut-être. Ah ouais, moi je crois peut-être. Ah tiens, les années 2000. Elle a cité les années 2000. Ah oui, je me rappelle l'euro. Et oui, l'euro a multiplié par 6 la valeur 6,5. Tu te rappelles que... Ah non, t'étais trop jeune, t'étais pas né. Mais ta directrice là, Marie Gariasso, je sais pas comment elle s'appelle, on s'en fout. Elle le sait, elle non, elle est de ma génération, je crois. Oh là là, je suis catastrophé, punaise, je suis catastrophé. En fait, ce qui m'attriste, c'est que d'un côté, on fait un documentaire à charge qui pourrait être intéressant s'il n'était pas à charge, en fait, s'il était fait de manière intelligente, où on expliquait les mécanismes. On disait, voilà, on pourrait dire qu'il y a un problème. Je pourrais l'entendre, en fait. En plus, le pire, c'est que je pourrais l'entendre, le problème de la transmission des patrimoines, etc. Mais si c'était fait avec intelligence, bon sens, en prenant en compte les éléments de l'économie qui ont conduit à la situation à laquelle on se trouve, qu'on ne peut pas éluder, on ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé, tu vois. Et ça ne peut pas ne pas être une conséquence. Tu ne peux pas arriver et dire... Oui, l'immobilier a pris de la valeur. Hein. J'ai pris mon doigt mouillé, là, j'ai cherché le sens du vent. Ah, l'immobilier va monter. Et d'ailleurs, on le voit bien. On voit bien aujourd'hui, et je suis obligé d'un peu anticiper l'émission, on voit bien que la machine économique, elle est cassée, puisqu'aujourd'hui, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt. Historiquement, quand les taux d'intérêt montent, les prix baissent. C'est historique, c'est la première fois, alors, je ne sais pas s'il y en a qui en parlent, mais je serais bien curieux de voir des gens qui en parlent. C'est la première fois quand même que l'immobilier ne baisse pas, alors que les taux sont hauts. L'immobilier n'a pas baissé en conséquence de la hausse des taux que nous venons de subir. Parce que les monnaies que nous utilisons n'ont plus aucune valeur. Et les gens intelligents, et c'est ça qu'il faudrait dire, les boomers intelligents, ils ont conservé la valeur dans de l'immobilier pour ne pas justement perdre la valeur qu'ils avaient acquise durant leur travail. Parce que les boomers, et ça aussi il faut le préciser, sont plus intelligents que les générations qui arrivent.
Et ça figure où, cet élément-là là? Nulle part. Ils te parlent de tout un tas de trucs, mais ils oublient l'essentiel. Pourquoi les boomers ont du patrimoine à transmettre? Parce qu'ils sont intelligents. Et ils sont plus intelligents que nous. Parce que leur bac, le baccalauréat, oui, le baccalauréat qu'ils ont passé, il est de meilleure qualité que le nôtre. Et mon bac à moi est de meilleure qualité que ton bac à toi si tu es plus jeune que moi. Et plus tu es jeune, plus en fait, je suis désolé de le dire, mais tu es bidon en fait. Moins on vous apprend des choses intelligentes à l'école. Parce que le niveau ne fait que baisser. Parce qu'il y a écrit, c'est écrit en gros, hein, c'est pas un reproche, hein, il y a écrit égalité. Et dans un système égalitariste, la denrée la plus rare, c'est l'intelligence. Eh ouais, c'est con, hein. Eh oui, puisqu'on est tous à l'égalité, on doit se mettre à la hauteur du niveau le plus faible. C'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est réel. Ce qui fait qu'on a des boomers très intelligents, qui savent gérer l'argent, face à des héritiers qui sont incapables de gérer. Ce qui est un point positif pour l'État. Et d'ailleurs, au lieu de faire tout ce tapage, il ferait mieux de rien faire. Parce qu'en réalité, comment dirais-je, j'allais dire un illettré, c'est méchant, ne m'en veux pas, c'est pas la réalité, mais une personne non éduquée financièrement dépensera l'argent. Ce qui est intéressant pour l'État. Donc il n'y a rien à faire en fait. Tu laisses passer le patrimoine et ça va se dépenser tout seul. Mais bon, moi mes propos, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de les entendre. Donc de toute manière, chacun fera comme il a envie. Hein. Peut-être que c'est elle qui a raison, hein. Peut-être que l'immobilier monte et descend au gré du vent. Hein. Le matin on se réveille, ça monte, ça descend, c'est comme ça. En tout cas, toujours est-il que si sa théorie économique est valable, la mienne l'est tout autant. Là où on commence déjà à voir les effets de la grande transmission, c'est dans les recettes fiscales de l'État. Avant de rentrer dans le détail de ces effets, voici un mini-cours sur la fiscalité des transmissions en 30 secondes chrono. Les droits de mutation à titre gratuit ont été mis en place en 1791. C'est un système très complexe, voici les grandes lignes. Entre conjoints mariés et pacsés, il n'y a aucun impôt à payer. Ensuite, le taux d'imposition dépend du degré de parenté. Pour une succession en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, il y a un abattement de 100 000 € qui s'applique aussi sur certaines donations. Au-delà de 100 000 €, il y a des tranches d'impôts qui augmentent progressivement de 5% à 45%. Dès que le lien de parenté est moins direct, fratrie, petits-enfants, neveux ou nièces, les abattements sont plus faibles et globalement, ces successions ou donations sont plus taxées. Fin du cours. Jusqu'au début des années 2010, le fisc récupérait entre 7 et 8 milliards d'euros par an grâce à l'impôt sur les successions. Depuis, le montant a doublé, il a atteint près de 16 milliards d'euros. Pareil pour l'impôt sur les donations, il est passé de 1 à 4 milliards d'euros de recettes annuelles. Au total, ce sont donc 20 milliards d'euros qui rentrent chaque année dans les caisses de l'État grâce aux droits de succession. Les impôts représentent environ 5% du flux successoral, c'est-à-dire de la somme des donations et des successions réalisées chaque année. Ce flux successoral, c'est autour de 400 milliards d'euros aujourd'hui et il devrait progressivement atteindre 677 milliards d'euros en 2040. Si rien ne change sur la taxation de l'héritage, le fisc va donc continuer à récolter toujours plus d'argent, potentiellement plus de 30 milliards d'euros par an d'ici 2040. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les finances publiques. Mais la grande transmission risque surtout de bouleverser les équilibres entre les Français. Je trouve très amusant qu'on évite de donner les pourcentages. Et je vais donc le faire à leur place. Puisque on ne veut pas donner les pourcentages, puisqu'à partir du moment où on donnerait les pourcentages, tout le petit, je dirais... Bon, ce passage ne va pas durer très longtemps parce qu'il est agaçant. Et parce qu'il est, de mon point de vue, la quintessence de la manipulation de ce reportage. Tu noteras qu'aucun pourcentage n'a été donné. On te fait un cours sur la succession pour te parler de la ligne directe et indirecte, dont finalement on se fout totalement, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est les pourcentages. Bon, moi, je vais te donner les pourcentages, d'accord ? Donc de 16 000 €, 15 932, à 552 324, tu donnes 20% de la valeur de ce que tu transmets à l'État. De 552 324 à 902 838, tu donnes 30% de la valeur de ce que tu transmets à l'État. Et de 902 838 à 1 805 677, donc 1 805 677, tu donnes 40%. Au-delà de 1 805 677, tu donnes 45%. Ce qui veut dire que pour une famille qui aurait 10 millions d'euros de patrimoine en France et qui ne fait strictement rien pour gérer son héritage. En 2 générations, l'État a pris 90%. Je te répète maintenant ce que je t'ai dit juste avant.
la génération des boomers est plus intelligente que nous, vous croyez vraiment qu'ils n'ont rien fait? Vraiment? C'est ça votre réflexion? Tous les héritages sont déjà faits, entérinés, pliés, emballés, c'est pesé. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'encaissez pas plus d'argent. Et j'en viens maintenant aux encaissements. D'abord, on te donne l'argent encaissé à aujourd'hui, puis l'argent encaissé en 2040, en oubliant, parce que pour moi c'est un oubli volontaire, de te donner les encaissements, parce que finalement si on te donnait les encaissements par année, donc vraiment je t'invite à aller lire le rapport de la Fondation Jean Jaurès, tu verrais qu'en fait tous les ans ça monte, mais de façon tout à fait raisonnable. Si je devais te donner en pourcentage, d'accord, du PIB, en 2025, tu donnes 16,1%, puis ça passe à 16,4, 16,7, tu vois, ça monte comme ça de 0, quelque chose en 0, quelque chose, et tu finis à 20%. Ça fait une augmentation de 4%. Il n'y a pas de quoi parler du mur de la grande transmission. En fait, on parle d'une crise à partir du moment où on a plus de 30% de volume en plus. On en est loin, 4%, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi faire une émission. Mais bon, apparemment, il y avait de quoi en faire une. Mais bon, bref, voilà. Ce qui m'amène au deuxième sujet qui est encore plus malaisant et dérangeant. On t'explique dans cette émission très gentiment que l'État n'a jamais gagné autant d'argent, ce qui est le cas. L'État n'a jamais gagné autant d'argent, mais la situation est grave. Oui, c'est grave, je suis d'accord. C'est grave qu'avec autant d'argent, l'État n'arrive pas à gérer en fait. C'est grave qu'on en demande encore plus alors qu'on n'en a jamais eu autant. Où va le pognon? Je suis obligé de poser la question. Il y a un moment donné, c'est la dernière émission. Autant marquer les esprits, bordel. Où va le pognon? La France est aujourd'hui un des pays où les patrimoines pèsent le plus lourd par rapport aux revenus. Et pour arriver à se constituer un patrimoine, c'est l'héritage qui compte de plus en plus. Tous les professionnels qu'on a rencontrés nous disent qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se constituer un patrimoine uniquement par les revenus de son travail, par le salariat. Ça peut être possible par l'entrepreneuriat, mais en tout cas, par le salariat, c'est quasi impossible. Je vais beaucoup intervenir dans cette partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien savoir quels professionnels vous avez rencontrés, parce que tu as rencontré des professionnels qui corroboraient tes théories. Parce que viens me rencontrer, moi je suis un professionnel, c'est complètement faux en fait. Il n'y a jamais eu, et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Aujourd'hui, n'importe qui peut se constituer un patrimoine en fait. Le problème n'est pas de se constituer un patrimoine. Le problème c'est de vouloir. Et en fait c'est marrant parce que en fait, ce que vous oubliez de dire dans votre reportage, si tant est que ça en soit un, parce que bref, on va pas commencer à polémiquer, mais ce que vous oubliez de dire dans ce truc-là, c'est que, en fait, les gens, ils veulent plus avoir de patrimoine. Il y a aussi un élément qui est complètement éludé, c'est qu'en France, les gens ne veulent plus de patrimoine. Eh oui, il y en a toute une partie de gens, moi, il y a plein de gens qui me disent, mais moi, je veux plus entendre parler de l'immobilier, c'est fini. En tout cas, plus en France. Parce qu'en réalité, les gens en ont marre, ras-le-bol. Parce que 45%, je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai donné les pourcentages exprès. Oui, donc en fait, il y a un problème, effectivement. Il y a des gens comme vous qui continuent à croire que vous allez pouvoir taxer des gens et que ça n'aura pas de conséquences, en fait. Je ne sais pas comment vous pouvez penser ça. Ça mériterait d'ailleurs, ça mériterait un reportage. Si je pouvais vous donner une idée, ça serait de vous auto-interviewer. Ce serait intéressant de comprendre comment vous réfléchissez. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, parler avec des gens comme vous. Ça m'intéresserait. Parce que je trouve que ça permettrait d'essayer de comprendre comment vous réfléchissez en fait. Bref, c'est encore un autre débat, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, c'est faux. Que tu sois salarié ou entrepreneur, la constitution d'un patrimoine, elle est liée à une volonté et à rien d'autre. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune volonté en fait. Alors, certains parce qu'ils ignorent qu'ils peuvent le faire, et d'autres, au contraire, parce qu'ils ont conscience de ce que ça implique. À partir de là, chacun fait son choix. Aujourd'hui, la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente 60% contre 35% au début des années 70. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait travailler pour se constituer un patrimoine. Maintenant, de plus en plus, il faut hériter. Non mais comment on peut dire des choses pareilles? Alors déjà, premièrement, au début des années 70, enfin après la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus laquelle tu as dit là, peu importe, en fait, il n'y avait pas d'impôts. Tu payais très peu d'impôts. Donc comme tu payais très peu d'impôts, tu avais envie de te constituer un patrimoine. Et comme à cette époque-là, la fiscalité était totalement différente de la nôtre, la situation faisait que c'était plus intéressant d'être propriétaire que locataire. Je m'explique. Moi, ma mère, avec mon père, ils ont acheté une maison dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Ils avaient un taux d'intérêt à 12%. Dans cette configuration, effectivement, d'être propriétaire et de se constituer un patrimoine, c'était une opportunité en soi. Parce que être locataire n'avait aucun intérêt. À l'époque, les fonciers étaient très peu chers. Enfin bref,
Il y avait un ensemble d'avantages qui permettaient d'absorber la situation. À l'opposé du spectre, c'est-à-dire aujourd'hui, aujourd'hui nous on est à l'opposé, excuse-moi mais tu oublies vraiment de le dire dans ton petit reportage là, mais il n'y a aucun intérêt d'être propriétaire en fait. Les mecs ils se tapent des fonciers qui sont indécents, ils payent tellement d'impôts fonciers qu'ils n'en peuvent plus, ils sont à l'agonie. Quand ils font la différence avec les locataires ils vivent leur meilleure vie parce que pour peu qu'ils aient les APL et toutes les aides, finalement, ils s'enrichissent plus au quotidien, dans la vie du quotidien. Alors oui, vous allez tous me dire, oui mais Nicolas, la retraite et tout, mais en fait, on vit au jour le jour. La retraite, c'est dans tellement longtemps. C'est pas un argument, bordel. Arrêtez avec ça. Il y a un moment donné, et en plus, je te le dis comme je le pense, moi, je suis locataire, j'ai investi mon argent dans l'immobilier, je suis propriétaire, je me sens très bien, j'ai aucun problème. Je suis propriétaire d'un côté, locataire de l'autre, c'est clair dans ma tête. En fin d'année, je reçois plus d'impôts fonciers, bordel, mais je revis. Pourquoi j'irais m'emmerder ? Pourquoi, en fait ? Et donc, tu as de plus en plus de gens qui adoptent cette philosophie et qui, en plus, font partie des 1%. Alors là, dans ta théorie, elle tombe à l'eau avec des mecs comme moi. Ça me ferait bien rire d'ailleurs. Ça serait cool que j'ai un échange avec des gens comme toi, mais jamais ils voudront parler avec des mecs comme moi. En plus, l'héritage reste très concentré sur une petite partie de la population. Au sein d'une génération, la moitié des individus auront hérité de moins de 70 000 € tout au long de leur vie. Mais ce montant atteint 500 000 € pour un héritier sur 10 et jusqu'à 13 millions d'euros pour le top 0,1% des héritiers. Le problème, c'est que comme la croissance économique est structurellement faible, la grande transmission risque d'accentuer la reproduction sociale. Les destins individuels dépendront moins de la trajectoire des revenus et plus de l'importance des héritages reçus. Le risque, c'est le retour d'une société d'héritiers comme la France a connu au XIXe siècle. À l'époque, l'héritage comptait pour plus de 80% du patrimoine. Alors Thomas Piketty, il a une expression là-dessus qui est difficile à prononcer, donc je vais le tenter. C'est la repatrimonialisation des inégalités. Dit de façon plus simple, les inégalités de patrimoine s'étaient réduites, elles réaugmentent, et je le répète, ce sont les inégalités de patrimoine qui distinguent le plus les Français. Ce ne sont pas les inégalités de revenus. Non mais c'est pas possible en fait. Ils se sont dit on va faire un exposé, bon on va tout mélanger, personne n'y verra que du feu, ça ira très bien, tu peux prendre un peu du Piketty et tout, ça va passer. Plus c'est gros, plus ça passe. Non mais n'importe quoi. Donc juste pour rappel en fait, dans l'époque féodale, dans l'époque où les héritages comme elle dit pesaient très lourd, en fait, les serfs ne pouvaient pas faire ce que faisaient lorsque tu faisais partie de la cour ou de la noblesse. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait des choses que pouvaient faire les gens d'un certain niveau social de la cour que ne pouvaient pas faire les autres. C'est-à-dire que, voilà, tout simplement, je vais te donner une image qui n'en est pas une, mais tu allais à la banque, tu étais un serf, tu étais un noble, on t'aurait dit, non mais t'es un esclave, j'exagère un peu, mais on t'aurait dit, voilà, toi tu n'es pas en mesure, parce que tu es un serf, d'avoir un prêt. On va prêter au noble. Voilà. C'est ce qu'on t'aurait dit en fait. Et tu n'aurais pas pu faire ce que faisait le noble, parce que par essence, tu n'étais pas né noble. Alors là, oser faire un truc pareil, qu'est-ce que peuvent faire les riches que ne peuvent pas faire les pauvres ? Parce que parlons, comme tu dis, voilà, avec tout leur blabla, la repatrimonialisation, là on s'en fout de leurs mots compliqués qui veulent rien dire. Je pose une question simple ici. Elle est très simple ma question. Qu'est-ce que peuvent faire les riches que ne peuvent pas faire les pauvres ? Elle est basique la question. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Et la réponse, c'est rien. Il n'y a rien qu'un riche puisse faire que tu ne peux pas faire. Par contre, et là ça devient très intéressant, il y a énormément de choses que font les riches que les pauvres refusent de faire. Et ça c'est drôle. Ah non, moi je vais pas faire de crédit. Oh le crédit, non, oh là 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 là, un crédit, oh là 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 là. Tu t'imagines, je fais un crédit mais c'est le délire. Arrêtez quoi, arrêtez, ça me saoule. Voilà, vous voulez pas faire de crédit et derrière vous voulez avoir de l'argent. Les riches ne prennent pas des revenus, puisque dans un pays ultra fiscalisé, tu ne prends pas de revenus. Ils vont favoriser leur patrimoine. Et là où non plus on n'en parle pas. Oui, il y a des écarts entre les pauvres et les riches. Il n'y a pas d'écart en fait. Le riche, il a du patrimoine parce qu'il le favorise au détriment du revenu. Va dire à un mec entre guillemets pauvre. C'est quoi pour moi un pauvre ? C'est un mec qui va avoir des crédits conso, qui va avoir un train de vie et qui n'est pas capable de le réduire. Tu vas dire à un gars qui gagne 4 000 € par mois, voilà, à partir de demain, tu vas gagner 1 500 € par mois. Le mec il va dire non, c'est impossible. Moi, je peux pas en fait. Moi, je gagne 4 000, je dépense 3 500, il me faut 3 500 sinon je suis mort. Voilà, ça, c'est un pauvre pour moi, tu vois. Pour moi, un pauvre, c'est ça. Il est incapable de réduire son niveau de vie. Un riche, c'est quoi pour moi ? Un riche, c'est un gars qui dit ah ouais, moi je gagne 4 000, pas de problème, j'en ai pas besoin de toute façon. Je peux vivre avec 1 000, 1 500. Et là, tu es en train de te dire, tu te fous de ma gueule, Nicolas, c'est impossible. Si, c'est possible en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Et c'est
le mal que font ce genre d'exposés, parce que c'est un exposé de lycéens, enfin, c'est des prépubères adultes qui sont sortis du lycée sans avoir compris ce qu'était la vie. Vous le prenez pas mal, hein, je vous insulte pas, mais c'est ce que je ressens en fait. Pour moi, c'est des adultes prépubères qui n'ont pas fait leur crise d'adolescence et qui sont en train de la faire. Parce que c'est pas juste, le voisin a eu un gros héritage et pas moi. C'est ballot, hein. Mais en fait, tu pourrais avoir un héritage toi aussi, hein. Alors pour info aussi, en plus il y a des informations qui sont complètement fausses, hein. En France, les 2/3 des héritages ne dépassent pas les 30 000 euros et pas les 70 000 euros. Voilà. Et il y a même la majorité des héritages et des successions en France sont en dessous des 8 000 euros. Donc si tu m'écoutes et que tu as déjà encaissé des sommes égales ou supérieures à 30 000 euros, papa, c'est mon cas à moi, bah t'es dans les riches quoi. Donc bon voilà, en fait, je rigeonne. Je veux que tu comprennes que cet exposé d'adolescents adultes payés pour faire un travail de ce niveau-là m'agace parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé, que moi, mon podcast, très peu de gens vont l'écouter, et qu'en réalité, ben, voilà, tu as des gens qui vont croire à ces balivernes, quoi. Avec des faux, tout est faux en fait. Voilà, j'allais dire ce qui est de faux à l'intérieur, mais je me demande ce qu'il y a de vrai, puisque rien n'a été complété, rien n'a été correctement documenté, et au final, on a tourné les choses de manière à faire passer le message qu'on voulait faire passer, et non pas à étudier un phénomène qui aurait pu être intéressant. C'est ça qui est, moi, c'est ce qui m'attriste le plus en fait, c'est qu'on t'aide pas à réfléchir. Et moi, je te le dis, en fait, si tu changes tes comportements, tu auras de l'argent. Et si tu les changes de manière à réfléchir différemment et à ne pas agir comme la majorité, bien évidemment, tu veux avoir de l'argent, tu veux encaisser des grosses sommes, mais change des comportements, c'est tout. C'est pas plus compliqué en fait. C'est frappant quand on regarde ce graphique de la Banque de France. Les 10% des ménages les plus riches possèdent plus de la moitié du patrimoine total, alors que la moitié des ménages les plus pauvres ne détiennent que 5% du patrimoine total. Les comportements. Les gens qui ont un patrimoine agissent pour avoir un patrimoine. Les gens qui n'en ont pas agissent pour consommer. En fait, tu ne peux pas consommer et avoir un patrimoine. C'est antinomique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu me disais, je vais lancer ce dé, donc tu as un dé dans les mains, tu veux lancer le dé et tu vas me dire, je te parie que je vais faire 6 et 1 à la fois. Les deux numéros sont à l'opposé. C'est impossible en fait. Tu ne peux pas tomber sur le 6 et tomber sur le 1 en même temps. C'est impossible. Voilà. Parce que si tu es un consommateur, t'es pas un producteur. Si t'es un producteur, t'es pas un consommateur. C'est tout, c'est comme ça te plaît pas. Moi, je m'en fous, en fait. C'est pas moi qui fais les règles, en fait. C'est la réalité. Les consommateurs n'ont pas de patrimoine parce que par essence, ils consomment. Les producteurs ont un patrimoine parce que par essence, ils produisent. Est-ce qu'un producteur peut consommer plus qu'un consommateur ? Eh bien oui, mécaniquement, en fait. Mais c'est pas sa faute. C'est juste parce qu'il a choisi d'être un producteur. Donc tu vas me dire, ah oui, mais alors moi je voudrais que le consommateur il puisse consommer comme le producteur. Mais qu'il devienne producteur puisqu'il peut le faire en fait. C'est pas plus compliqué, il a qu'à changer ses comportements. C'est pas parce que, en fait, tu peux prendre tout l'argent de tous les producteurs, tu peux le donner à tous les consommateurs. S'ils restent consommateurs, ils n'auront jamais l'argent des producteurs en fait. Je sais pas si tu comprends en fait. C'est-à-dire qu'ils dilapideront l'argent. Et en fait, ils n'arriveront jamais au niveau du producteur parce que le producteur fait des choses que ne fait pas le consommateur. Et d'ailleurs, soyons très francs, le consommateur fait des choses que ne fait pas le producteur. Et donc, du coup, ça ne peut pas marcher. Tu vois, ça m'énerve. Vous l'aurez compris, le retour en force de l'héritage creuse les inégalités entre les riches et les pauvres au sein d'une même génération, mais aussi entre les plus jeunes et les plus âgés. Nous allons voir le patrimoine changer massivement de main pour aller, on va le dire de façon peut-être un brin polémique ou peu diplomatique, des plus âgés vers les âgés. Et avec un grand sujet, c'est que les jeunes ne vont pas en bénéficier. Avec l'allongement de la vie, on hérite de plus en plus tard, en moyenne après 50 ans aujourd'hui. Et c'était absolument pas le cas lorsque l'on imaginait le fonctionnement d'un système d'État-providence, le système familial à 3 ou 4 générations imbriquées. Aujourd'hui, on est à 4, voire 5 générations imbriquées, même si 5 générations, c'est encore rare. Bon, alors je sais que très clairement, ce passage n'est pas là pour communiquer ce que je m'apprête à dire, mais je suis obligé de le souligner. Là où ils ont raison, c'est que, en fait, tout ça corrobore le fait que l'État-providence est un échec. Alors bien évidemment, c'est absolument pas ce qu'il a dit, hein. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
j'ai bien conscience qu'il, lui, il essaye de mettre le doigt sur le fait que, comme les gens vivent de plus en plus vieux, on a des générations qui vivent ensemble et du coup, ça circule moins bien et du coup, c'est le problème et il faudrait que les gens meurent. Ah non, ça, il n'a pas dit, pardon. Bon, c'est un peu d'humour, quoi. Hein. C'est la dernière, bordel. Je peux un peu rigoler, non, quand même. Bref. Non, il parle du coup du mauvais fonctionnement et que l'État-providence, il peut rien faire. Hein. Ah oui, pour une fois, mon Dieu. Mais du coup, ça montre qu'en fait, l'État-providence, ça ne marche pas. En fait, vous voulez mettre en place un système qui n'est pas opérationnel. Mais je ne pense pas que ça vous intéresse, les choses qui soient opérationnelles. En fait, vous voulez garder l'État-providence. Et vous voulez qu'il puisse s'insinuer partout, dans toutes les ramifications possibles, pour que finalement, en fait, tout le monde gagne la même chose. Tu vois, on est tous 1 200 € par mois et puis qu'on travaille tous pour la mère patrie. Ça s'appelle le communisme. Mais si tu le disais ouvertement, il y aurait peut-être beaucoup de gens qui partiraient. Sauf qu'en réalité, ça pourrait plaire à d'autres. Hein. Je le consens aussi volontiers. Mais la vérité qui ne plaît pas, c'est que les systèmes d'État-providence, ça ne marche pas en fait. La preuve, voilà. Là, on est dans le vrai. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Donc je comprends entre les lignes des choses que eux-mêmes ne veulent pas reconnaître. Donc c'est un peu compliqué. C'est une discussion sourde. C'est comme ça que ça s'appelle. Alors pour compenser ces inégalités, l'héritage change de forme. Finalement, on va être moins sur un héritage post-mortem que sur un héritage qui va être distillé en fait à toutes les étapes de la vie. Et nous, on l'observe, les générations des baby-boomers et même celles qui suivent un tout petit peu après aident considérablement leurs enfants et ils les aident à la fois pour accéder à la propriété, pour acheter une voiture, pour financer leurs études, en cas de coup dur, en cas de séparation. Et cette sécurité familiale, c'est un filet qui est très important dans la société française contemporaine. Et évidemment, tout le monde n'en bénéficie pas. Le constat est là, l'héritage est profondément inégalitaire. Très peu de gens en bénéficient et pourtant, dès qu'il s'agit de toucher à sa taxation, tout le monde est contre. Je vous donne encore un dernier chiffre. 87% des successions parents-enfants ne sont pas imposées parce qu'elles sont inférieures à 100 000 €. Souvenez-vous, c'est le seuil à partir duquel une succession en ligne directe est taxée. Pourtant, je dirais, dans tous les sondages qu'on réalise, c'est quelque chose qui n'évolue pas, c'est extrêmement majoritaire, l'opposition à toute augmentation des droits de succession, alors même que la grande majorité des Français ne seraient pas concernés par ces droits de succession. Dans un sondage réalisé par Opinionway pour Les Échos et Le Conservateur en 2024, près de 3 Français sur 4 estimaient que les droits de succession sont trop élevés. Et ils étaient 66% à vouloir une réduction de cet impôt. C'est là où on a un grand paradoxe français, c'est qu'à la fois on a une très forte demande de justice sociale, fiscale, on est majoritairement pour le rétablissement de l'impôt sur la grande fortune, et en même temps on est viscéralement opposé à l'augmentation des droits de succession, alors même qu'on ne serait pas personnellement concerné. Oui, il serait judicieux aujourd'hui d'avoir un patrimoine qui puisse circuler plus rapidement, inciter donc les plus âgés à faire des donations plus tôt, et même qu'il y ait une fiscalité plus importante sur le patrimoine, mais ça semble politiquement infaisable. Donc c'est pour le moins problématique. Avant sa réélection en 2022, Emmanuel Macron avait proposé de relever les abattements, notamment sur les droits de succession pour les transmissions en ligne indirectes. Il avait finalement abandonné cette idée, faute de ressources budgétaires. Quant à la fiscalité de l'héritage, les dernières réformes datent d'il y a plus de 10 ans, sous Nicolas Sarkozy et au début du mandat de François Hollande. Elles ont eu pour effet d'augmenter l'imposition. Depuis, des économistes de différentes tendances, comme Thomas Piketty, Olivier Blanchard et Jean Tirole, ont proposé de revoir totalement le système des successions. Sans succès pour l'instant. Mais bien sûr que ça n'avance pas, parce que tu as fait un monologue et que j'ai démonté point par point, et que pendant tout ce monologue, à aucun moment tu as précisé que à partir d'1,8 million, on donnait 45% de ce qu'on avait. Et ça, c'est pas acceptable, parce que le problème, c'est que les héritages, ça a été déjà fiscalisé. Ça aussi, on oublie de le dire. Quelqu'un qui a fait un héritage, quelqu'un qui a acheté du Pinel, il a payé des impôts. Et il a payé des impôts au travers de la construction de l'appartement. Enfin, faut arrêter de délirer à un moment donné. Tu peux pas demander à des gens de payer 45% sur quelque chose qu'ils ont déjà payé. En fait, l'héritage, c'est l'impôt sur de l'impôt, sur de l'impôt, sur de l'impôt. On n'en peut plus. On a envie de vomir, tu vois. Si je te demandais de manger tous les jours la même chose, à un moment donné, tu me dirais, j'en ai marre. Je peux pas manger autre chose, là, je vais mourir. Ben voilà, là, c'est la même chose, en fait. Bon, je vais pas m'énerver.
toute façon, on a bien vu que l'argumentaire était fait à charge et que l'objectif, c'était vraiment d'arriver à faire comprendre qu'il fallait faire augmenter l'héritage parce qu'il y avait la grande transmission qui n'arrivera jamais. Alors moi, je vais te rappeler pourquoi la grande transmission n'arrivera jamais. D'abord, le marché de l'immobilier, c'est un marché d'offres et de demandes. Et non seulement c'est un marché d'offres et de demandes, mais c'est un marché qui est corrélé à la valeur des monnaies des pays dans lesquels on se trouve. Dans la zone euro, l'euro a perdu énormément de sa valeur et donc l'immobilier joue un rôle de valeur refuge qui est corrélé et qui fait que l'immobilier fluctue. J'ai une preuve à amener sur la table que je n'ai pas vraiment eu le temps de développer et d'étayer par rapport à mon raisonnement. Elle est très simple. Regarde, là, au moment où j'enregistre cette émission, on est en 2026. Les taux sont remontés à 4%, même ils sont allés jusqu'à 5% ces dernières années après le Covid. Et le problème, c'est que l'immobilier n'a pas baissé pour autant. L'immobilier a baissé, mais il n'a pas baissé en proportion à l'augmentation des taux. D'ailleurs, il faut le savoir, les observateurs sont surpris parce qu'aujourd'hui, en fait, l'immobilier a un peu baissé, mais il n'a pas baissé de façon corrélée à l'augmentation des taux d'intérêt bancaires. Or, on le sait, normalement, en matière économique, quand les taux sont hauts, les prix sont bas, et quand les prix sont hauts, les taux sont bas. Et là, ça nous fait mentir. Pourquoi ? Je remets encore une deuxième fois parce que la répétition est la base de l'apprentissage, mais comme nos valeurs monétaires se désagrègent, on perd de la valeur en permanence puisque les États font n'importe quoi avec notre argent, eh bien les gens préfèrent avoir l'argent dans l'immobilier qu'ailleurs. Et donc l'immobilier reste haut. Donc déjà, ta théorie de grande transmission, elle est mise à mal par ce phénomène. Ensuite, dans l'émission, je t'ai parlé d'un mécanisme d'intelligence qui se réduit avec le temps. En gros, je t'ai dit, les baby-boomers sont plus intelligents que nous et nous, on est plus bêtes que les baby-boomers. Je l'assume totalement, je le pense personnellement. Bref, je veux dire qu'en gros, je crois à cette théorie. Mais là où elle nous emmène, c'est que les baby-boomers, ils ont déjà fait leur succession. Quand à la fin, elle dit « Oui, mais tous les héritages jusqu'à 100 000 euros ne sont pas taxés », ben oui, parce qu'ils sont intelligents, les mecs. Ils savent qu'en anticipant leur succession, ils ne payeront pas les droits de succession. Point à la ligne. Tu ne peux pas le reprocher non plus, non ? Ils respectent la loi. Donc, ils sont intelligents. Ensuite, il faut aussi mettre le doigt sur un élément qui n'a pas été souligné quand tu parles des très gros patrimoines. Parce qu'effectivement, il y a les patrimoines importants où on a des gens qui vont avoir 2, 3, 4, jusqu'à 5 logements. De toi à moi, c'est pas énorme. Hein. Un mec comme moi, il a beaucoup plus, tu vois. Et moi, j'ai fait ça récemment. Hein. Je veux dire, je suis jeune. Donc, j'ai pas fait ça quand j'étais vieux, tu vois. J'ai pas attendu je ne sais quoi. J'ai pas l'excuse des baby-boomers. Tout l'argumentaire de cet exposé de lycéen n'a aucune valeur, quoi. En fait, tu peux te construire un patrimoine. Il suffit juste d'apprendre à le faire. Mais ça, c'est un autre problème. Mais bref. Donc, toutes les personnes qui ont entre 1 et 5 biens, c'est des patrimoines de taille moyenne, ils sont assez intelligents pour transmettre sans payer d'impôts. Par contre, pour les très gros patrimoines, on parle de patrimoine utile, puisque ce sont souvent des patrimoines avec du locatif et donc beaucoup d'argent à la clé. Il faut savoir que ce sont des biens productifs et qu'on ne peut pas arriver et dire « oui, les gens vont les vendre en même temps ». Parce que la grande transmission, dont certains commencent à agiter le drapeau, sous-entend une vente de tous ces biens en même temps. Or, un patrimoine utile, comme ils rapportent de l'argent sans rien faire, pourquoi veux-tu que les héritiers le vendent ? Ils ont de l'argent qui tombe tous les mois, ils en profitent et voilà. Donc pour moi, il faut faire une distinction avec les patrimoines utiles qui vont aussi générer effectivement des rentiers, mais des rentiers qui ne vendront pas du tout forcément parce que, en l'occurrence, ils ont des patrimoines qui rapportent de l'argent. Ce qui nous amène à un dernier point qui n'est absolument pas évoqué, qui va venir bouleverser leur joyeuse théorie, c'est l'IA. Eh oui. Avec l'IA, on va, à mon avis, voir des mouvements de population et donc des changements qui vont invalider ce scénario. Et d'ailleurs, je te le dis, il y a déjà des transformations de marché en cours au moment où j'enregistre cette émission qui vont faire que tout ce qu'elle a dit n'arrivera pas. Parce que du coup, tu as des gens qui vont aller à certains endroits et pas à d'autres. Ça va faire un peu comme avec le Covid. Tu as des gens qui ont voulu partir de Paris. Du coup, ça a fait monter les prix de nos campagnes parce que les gens n'ont plus envie de vivre dans certaines grandes villes. Si on a une exode rurale parce que l'IA permet de travailler différemment, là aussi, ton scénario va s'invalider parce qu'il va y avoir des phénomènes structurels qui vont se produire avant qui feront que tout ce que vous avez dit là n'aura servi à rien si ce n'est à faire une jolie vidéo qui vous aura, j'espère, au moins rapporté de l'argent et fait peur à ceux qui se nourrissent de la peur. Voilà. Bref, pour moi, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, l'argument de l'IA, mais c'est un argument qui existe et qui commence déjà à générer son lot de problèmes. Je te donne juste un exemple.
Moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui gérait des centres d'appel. Je te le dis, les centres d'appel, c'est fini, tu vois. Il n'y en aura plus. Parce que demain, c'est les IA qui vont nous répondre et ça fera très bien l'affaire. Les gens ils préfèrent donner 20 balles par mois à ChatGPT pour qu'il réponde au téléphone plutôt qu'à payer un centre d'appel 1500 € ou 1000 € par mois ou même une secrétaire pour qu'elle réponde. Parce que l'IA, malheureusement, elle tombe pas malade, elle ne s'est pas séparée hier soir et elle ne te fait pas d'histoire quand il y a quoi que ce soit que tu as fait qui ne lui convient pas. Tu vois. Donc, c'est aussi un phénomène structurel qui va de toute façon bouleverser ses prévisions et qui fera que ça n'arrivera pas tel que ça a été présenté là. Et on termine avec le dernier argument, celui qui est vraiment imparable, celui qui fait que en fait, tout ça c'est du flan. En fait, il n'y aura pas de grande transmission, puisqu'en fait, si tu la vois, c'est que ça n'arrivera pas. En fait, les grands phénomènes qui déstructurent, qui détruisent, qui font les crises financières, on ne peut pas les voir. C'est ce qu'on appelle des black swans, c'est ce qu'on appelle des éléments déclencheurs qu'on ne peut pas anticiper, ou en tout cas que certains vont voir, mais quelque temps à peine avant qu'ils arrivent. Mais ce que je veux te dire, c'est que, en gros, tu n'es pas en capacité de l'anticiper de la manière dont ils sous-entendent qu'ils sont en train de l'anticiper. Là, on a plus une manœuvre politique pour te faire passer un message que réellement une alerte d'un sujet d'économie structurelle qui pourrait arriver. Voilà. Parce que, encore une fois, tu ne le verras pas. Moi, j'y crois absolument pas. Comme j'ai dit dans l'émission, c'est comme le bug de l'an 2000. On attend encore qu'il arrive. Moi, je m'interroge, quand est-ce qu'il arrive ce bug ? Parce que pour l'instant, je vois rien. Hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, dès l'instant qu'un humain est capable d'anticiper une crise financière et qui te dit elle va arriver à cause de ça, tu peux être certain d'une chose, c'est que la raison qu'il a perçue, il y a 99% de chances que ce ne soit pas la raison pour laquelle elle arrive. Maintenant, il y a toujours 1% de chances que ça arrive. Dans ces cas-là, ils auront eu de la chance. Dans ces cas-là, j'aurais eu tort. J'en suis désolé, mais j'assume totalement mes positions. Je pense que les baby boomers vont mourir. Je souhaite le plus tard possible puisque ma mère est un de ces baby boomers et j'espère qu'elle vivra le plus longtemps possible et j'espère que tes parents vivront le plus longtemps possible et que de toute façon ils pourront te transmettre le patrimoine tel qu'ils voudront te le transmettre parce que moi je considère qu'il est plus à toi qu'à moi et que je vois pas en quoi tu le partagerais avec les autres dans la mesure où les autres ne feront pas mieux que ce que toi tu feras avec cet argent qui te revient de droit. Mais c'est mon opinion et ça n'engage que moi. En tout cas, c'est pas des manières de penser que j'apprécie parce que c'est convoiter ce que possèdent les autres et tu ne convoiteras pas l'assiette de ton voisin. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'élève ma fille. Pour moi, dans ma manière de voir la vie et les choses, je suis heureux que les gens aient ce qu'ils aient et je suis heureux de ne pas avoir ce que j'ai en fait. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis jamais jaloux d'un héritier parce que ce qu'on oublie de te dire avec les héritages, c'est que très souvent les gens sont prisonniers de leur héritage. Avoir un héritage, c'est porter un poids, le poids de quelque chose et tu as des gens comme moi qui ne veulent pas le porter. Moi je préfère être libre et ne rien porter du tout que porter je ne sais quoi qui ne m'appartenait pas au départ et dont je dois m'occuper à l'arrivée parce que tu comprends, c'est mon héritage. Et ça, personne ne t'en parle. Et souvent, ceux qui t'en parlent, c'est ceux qui n'ont rien parce qu'ils ont les boules de ne rien avoir et parce qu'ils n'ont pas le courage de mener la vie qu'ils voudraient mener pour obtenir les résultats qu'ils voudraient avoir. Parce que je te le redis une dernière fois pour boucler cette émission, il n'y a rien dans cette vie que peut faire un riche que tu ne peux pas faire. Tout ce que font les riches, tu peux le faire. Les riches, ils ont quoi ? Ils ont des holdings. Ouvre une holding. Les riches, ils ont quoi ? Ils ont des sociétés. Crée une société. Les riches, ils ont quoi ? De l'immobilier. Ils investissent dans l'immobilier. Investis dans l'immobilier. Et viens pas me dire, non mais c'est pas possible, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai acheté des appartements à 40 000 balles, à 30 000 balles. Je veux dire, si tu t'achètes une voiture à 20 000 euros, tu peux t'acheter un appartement à 30 000. Hein. Faut arrêter à un moment donné de se trouver des excuses. Hein. Ça me saoule. Ça me saoule, mais fort, fort, fort. Et tu vas me dire, ah oui, mais il est où ton appartement à 30 000 au fin fond de la Gironde ? Ben oui, alors, au moins je commence. Alors, toi tu es là à toujours critiquer, à rien faire. Qu'est-ce qui est préférable ? Critiquer et rien faire et ne rien faire ou faire avec les moyens qu'on a et avancer ? Tu la connais ma phrase préférée ? Un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. Sois pas le génie, sois l'idiot. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Très très bonne émission, un immense plaisir pour moi de couvrir ces sujets-là, même si je pourrais en parler pendant des heures. Mais bon là ça fait 1 heure, il est temps qu'on s'arrête. C'était la dernière pour un temps indéterminé. J'espère revenir, mais ça ne sera pas rapidement, mais je reviendrai avec des émissions, avec des concepts. J'en suis convaincu. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'en suis convaincu. Abonne-toi, like, partage, prends le téléphone d'un ami, rappelle-lui que ces émissions elles existent, qu'un petit gars comme moi a fait des émissions sur... Au début, c'est ce que je voulais te faire d'ailleurs. Je voulais te faire une émission en repassant les profils des mecs qui m'avaient le plus marqué. Christian Audigier, comment il s'appelle, notre ami Carlos Ghosn, que j'ai adoré couvrir.
Il y en a tellement. Je me rappelle encore de Baltraki. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était ma première émission. Elle m'a marqué. C'est marrant. En préparant cette émission, j'ai passé un temps pas possible. Au départ, je voulais faire une émission sur les agriculteurs, mais ça aurait été encore une trilogie, une quadrilogie. J'ai plus le goût, j'ai plus la forme, j'ai plus l'envie en ce moment. J'ai envie d'autre chose, donc j'ai besoin de faire une pause. Mais c'est vrai que franchement, on a fait des émissions exceptionnelles. Et je t'invite à les réécouter, elles sont toujours là. Moi, il m'arrive encore d'en réécouter certaines. Moi, il y en a vraiment certaines qui m'ont énormément marqué. Il faut que tu saches que j'ai appris beaucoup de choses grâce à ces émissions, que j'ai pris moi-même des décisions dans ma vie, que j'ai gagné de l'argent en partageant avec toi dans ces podcasts des concepts que j'ai découverts avec toi. Donc vraiment, ça a été un immense plaisir de tenir cette émission. C'est vraiment pas du tout pour moi une tristesse de l'arrêter parce que j'ai des idées et que j'ai déjà envie de faire des trucs, je sais quoi faire, mais que pour l'instant je ne peux pas le mettre en œuvre, mais je pense que je vais revenir avec de nouveaux concepts. Voilà, parce que j'ai pas envie d'arrêter complètement, mais j'ai envie d'avoir une émission plus cool, qui soit différente et qui permette de faire d'autres choses. Voilà. Donc je vais voir comment je vais monter ça, mais il est probable que, en tout cas, en ce qui me concerne, je revienne avec un autre système d'émission différent, qui soit plus simple pour moi à gérer et qui me permette bien tout simplement de pouvoir avancer plus sereinement sur ce format-là, tout en n'ayant plus du tout d'ailleurs ce format, parce que je ne vais pas revenir avec de l'analyse, ça c'est certain. Hein. Je vais revenir avec un truc qui m'éclate. Voilà, je vais me faire plaisir sur ce podcast. Je n'ai pas envie d'arrêter, j'ai juste envie de te proposer autre chose sur cette chaîne et j'espère que ça te plaira. Voilà. Sans plus de transition, je te remercie de ta fidélité pour ces 8 années, ou 7, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, ça a été une très longue aventure pour moi. Il faut que tu saches que ça m'a permis de revenir sur YouTube, ça m'a permis de... Vraiment, ça a été un plaisir. Voilà, ce podcast, ça a été un plaisir. Je remercie Nico Pen pour cette émission qui sera la dernière. Pourquoi ? Parce que Nico, c'est lui qui, à l'époque, il y a 8 ans, m'a fait me mettre au podcasting. Et 8 ans de podcasting, grâce à lui, c'est improbable. Donc, cette émission n'est pas terminée. Cette émission n'est pas morte. Ce n'est qu'un au revoir temporaire. Je vais revenir. Je ne sais pas comment, mais je vais revenir et ça va être trop cool. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à toi qui m'écoutes. N'efface pas cette chaîne de podcast. Elle va revenir. J'ai des idées. Tu peux m'envoyer des messages si tu as des idées. Je suis ouvert à tout. Mais j'ai quand même, je te le dis, voilà, j'ai quand même une idée derrière la tête et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On verra quand est-ce que je mettrai tout ça en place. Bref, merci encore. Voilà, réécoute Christian Audigier, Carlos Ghosn, Belmondo. J'ai fait tellement d'émissions que j'ai kiffé. Il y en a tellement d'autres que j'aurais aimé faire. En tout cas, comme je te l'ai dit, voilà, je vais profiter pour finir toutes les émissions que j'ai en attente, que j'ai jamais faites. Je vais en profiter pour remettre un peu de l'ordre et je vais revenir avec quelque chose d'encore mieux, j'en suis certain. Merci pour tout et je te dis à très bientôt sur un prochain podcast, un nouveau format et un nouveau style d'émission. Salut.